Et bonjour à tous. Donc, je vais faire une petite vidéo sur la question de la parole. Mais avant ça, j'essaie de bien positionner le téléphone. Et après, oh là là, je sais pas très bien comment le positionner. Ok. Je vais essayer de le surélever un petit peu. Ok, ça me semble pas mal. Tac. Ça me semble pas mal du tout comme ça. Donc, je voulais faire en fait une vidéo sur la question de la parole. Je trouve en fait que c'est un très gros sujet. C'est à la fois un sujet qui me concerne personnellement et un sujet qui peut aussi parler à d'autres. Certaines personnes évidemment ne seront absolument pas concernées par ce sujet. Et voilà, c'est quand même un angle particulier. C'est un sujet qui, moi, personnellement, va me faire brasser plusieurs points mêlés. Comme je le disais aussi récemment sur la chaîne, si cette vidéo est diffusée en première, je cherche aujourd'hui à trouver un équilibre aussi dans ma manière de partager mon contenu. Dans ma manière de communiquer, je me suis rendu compte que c'était pas forcément simple pour moi parfois de publier des premières et de parler de toute autre chose au sein du chat des premières, parce qu'au fond le contenu que je propose il compte pour moi et c'est pas forcément simple pour moi de proposer ça et en même temps de parler de toute autre chose. Donc au fond je me rends compte que c'est pas forcément que je suis totalement silencieux dans le contenu des premières, mais j'ai aussi besoin de trouver un équilibre au fond, ce que je vais pouvoir dire aussi dans le chat interactif n'est pas si compte aussi pour moi, on va dire, fait partie de l'expérience. Et je crois que les personnes qui ont des grosses chaînes comme Julien Chaise, etc., leur manière de gérer ce chat n'est pas anodine, on va dire. Voilà. Ce qui était quand même déjà mon cas, mais je trouve qu'il y a toujours parfois des ajustements à faire par rapport à cette question-là. Et j'en arrive du coup à cette question de la parole. Et sur ce point-là, moi, ça me fait penser à mon expérience tout d'abord de l'enseignement. Récemment, j'ai fait des lives de Final Fantasy VII Rebirth où j'ai beaucoup parlé. Et j'ai aussi expérimenté via la chaîne plusieurs types de paroles. De la parole ASMR, de la parole vraiment avec une image noircie, de la parole réflexive, quoi. Plein de types de paroles différents au fond. Hein. De toutes ces paroles dont je me suis servi, l'une des paroles dont je me sens le plus proche est sans aucun doute la parole filmée, c'est-à-dire la parole. Je pense que quand je m'exprime à travers mon téléphone, en filmant, c'est une parole dont je me sens très proche, parce que je pense que c'est une parole qui me correspond. Le problème, c'est que les shorts, c'est très bien, mais on ne vit pas de shorts. En tout cas, c'est très difficile. Et puis, même si à un moment donné, un jour dans votre vie, vous êtes photographe, pour à un moment donné avoir une existence par le biais de la photographie, il va falloir exposer pour vivre de vos images, faire des expositions par exemple à Arles ou quoi. Donc en soi, toute pratique, même silencieuse, a besoin à un moment donné d'être montrée comme un peintre qui a une parole de peintre et qui à un moment donné a besoin non pas de rencontrer forcément son public, mais au moins quand même d'exposer.
S'il ne le fait pas, ben, il doit faire autre chose à côté. Souvent, il y a des peintres qui sont professeurs ou quoi. Et en fait, cette parole-là, je crois qu'elle est... Quand on a un tempérament artistique, elle est... En tout cas, je sais pas, en fait. Moi, c'est... On va dire plutôt parler de moi, parce que je n'ai pas envie de généraliser à d'autres. Moi, me concernant, cette parole-là, elle est toujours compliquée. Parce qu'au fond, je cherche une parole. C'est-à-dire que je me sens, la plupart du temps, pas très proche de la parole des uns et des autres. Euh, mais en même temps, j'arrive à m'y connecter. Mais quand je dis pas proche, c'est-à-dire que c'est rare que je me dise ah tiens, j'aimerais faire comme ça. Souvent, je me sens pas proche. Encore moins sur YouTube. Et il y a parfois quelques artistes dont je me sens proche, mais qui ont des pratiques qui ne sont pas la mienne, qui ne sont pas les miennes, euh, ou des trajets de vie qui ne sont pas les miens. Et je lisais encore récemment un texte du poète Rilke où je tombais comme ça par hasard. Comme je vous disais, hein, j'ai pas d'expertise, je tombe sur les choses par hasard, parfois entre guillemets. J'ai pas le profil de quelqu'un à connaître Rilke et à ouvrir à telle page. Et voilà, il parlait de ça, de ce rôle de l'artiste, de créer de la nouveauté, ou ce rôle en tout cas, cet aspect-là. Et du coup, moi, ça m'interrogeait parce que quelqu'un comme moi, je vais forcément me questionner sur la parole, dans plein de domaines différents. Par exemple, il y a la parole des streamers où je me dis, tu pourrais peut-être le faire, mais j'ai l'impression qu'en aucun cas ça pourrait me rendre bien. Sans jugement aucun, mais me dire que, que voilà, toute la journée je me mettrais à parler, c'est quelque chose qui me semble impossible pour moi. Enregistrer par exemple des vidéos, parler dessus, ça me paraît pas possible. Là où il y a quelque chose qui m'intéresse un peu plus dans ce format là, enregistrer, parler, et non pas sur du jeu, c'est que j'ai le sentiment, je pense quand même, de créer quelque chose. J'ai quand même le sentiment d'essayer d'ouvrir quelque chose, de réfléchir à quelque chose. J'ai aussi la conscience que c'est un format qui ne peut pas exister dans la radio, par exemple, parce que je prends mon temps. Et la radio, en fait, même la radio est minutée, quoi. Donc ça veut dire que quelqu'un qui fait de la radio, voilà, c'est minuté. Donc là, il y a quelque chose d'une activité libre qui est presque aussi libre finalement que quand on écrit un livre. Pour le coup, un écrivain, quand il soumet son manuscrit, s'il a envie que ça dure 1000 pages, il le fait durer 1000 pages, quoi. Donc là, il y a une liberté de ce type-là. Tout d'abord, je vais peut-être déjà voir si je pourrais pas me fumer une petite cigarette. Ok. Donc, je parlais de la question de la parole. Déjà, il y a plusieurs types de paroles.
Déjà, par exemple, moi, une des choses auxquelles je crois, c'est que il ne faut pas avoir honte, hésiter, de pouvoir se revendiquer de certaines paroles et moins d'autres. Ce qui ne veut pas dire que ces autres paroles, on ne les apprécie pas, mais alors attendez une seconde. Ça veut surtout dire que c'est juste que il y a des paroles dont on se sent plus proche que d'autres et c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant non plus que les paroles dont parfois on se sent moins proche, elles ne nous font pas du bien, elles ne sont pas positives pour nous. Moi par exemple, je me suis rendu compte sur YouTube qu'il y a des paroles qui sont très positives pour moi, mais par contre j'ai du mal finalement à vraiment suivre les projets. Et à l'inverse, il y a des paroles dont je me sens proche, je ne saurais pas trop comment l'expliquer, et où suivre un projet ne m'envahit pas. C'est-à-dire par exemple, j'ai trouvé intéressant la phrase récemment de François Ruffin qui disait « J'ai eu besoin de m'éloigner de Jean-Luc Mélenchon pour respirer, pour trouver mon espace. » Je crois qu'au fond, c'est déjà un peu ça, cette histoire de parole. C'est déjà trouver son espace, être dans quelque chose qui essaye de trouver son espace. Donc, moi, c'est vrai que cette notion-là, elle me semble hyper importante de réfléchir au fond à cette notion d'espace. Trouver son espace. Sur ce plan-là, il s'agit, à mon sens, avant tout de s'écouter. Il y a déjà quelque chose qui, à mon sens, demande une écoute personnelle. Sans, j'ai envie de dire, sans intellectualisation. Je crois que déjà, s'écouter sans culpabilité, c'est déjà faire un travail de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, je trouve que la chaîne de Padawam HD et surtout DG, elle est intéressante. Parce que je trouve que ce personnage, DG, il a quelque chose où au fond je trouve qu'il s'écoute. Et donc du coup, quand on suit sa chaîne, on comprend voilà, chaque personne a divers soucis tout au long de son parcours. Et on comprend en fait que je trouve qu'il établit des formats où il s'écoute. Et ces formats, ils sont pas reliés à des attentes.
parfois. Ils sont reliés parce qu'ils s'écoutent. Et donc déjà, je pense que déjà cette notion-là, à mon sens, elle est hyper intéressante et hyper importante. C'est quelque chose, je pense, qu'il ne faut pas essayer de ne pas perdre de vue, j'ai envie de dire. Alors après, sur la question de la parole, il y a la question aussi du lien à l'affect. Moi, par exemple, j'en ai souvent parlé, je pense que j'aime beaucoup la chaîne de Papy Gaming, parce que c'est sûrement la seule chaîne où je trouve un rapport à l'affect qui est le plus juste envers moi-même. C'est-à-dire que c'est une chaîne, je pense que je l'aime beaucoup, Papy, parce que c'est une chaîne qui ne m'encombre jamais, personnellement. Ce que je veux dire par là, c'est que... Et quand je veux dire par là, c'est-à-dire... Mais c'est pas du tout que les autres chaînes sont encombrantes, attention, hein, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... au fond, je me rends compte que suivre quelqu'un, pour moi, c'est pas une petite chose. C'est quelque chose... quand je me connecte, je vais voir ce que publient les uns et les autres. C'est pas... c'est pas une petite chose. Et donc du coup, je pense on a tous en fait des seuils d'espace différents les uns les autres. Et je pense que Papy, c'est quelqu'un, dans sa manière de faire, qui m'encombre pas du tout. Il y a il y a quelque chose dont je me sens proche, et au fond, sûrement que j'ai pas envie de questionner d'ailleurs. C'est juste qu'il a un ratio, qui est bon pour moi. De la même manière, j'ai souvent parlé sur la chaîne du philosophe Deleuze. Moi, c'est pareil en fait. Moi, je vois parfois sur la chaîne des gens bien plus cultivés que moi. Moi, je me sens pas du tout là-dedans. Je suis beaucoup plus simple que ça, je veux dire. Et je tends d'ailleurs vers une forme souvent d'épure. Et ben, c'est pareil. C'est-à-dire qu'avant toute chose, ce qui m'amène à être proche de Gilles Deleuze, c'est pas sa pensée, c'est ce qu'il est, en fait. C'est ce qu'il est. Et je crois que du coup, cette notion-là, elle est souvent oubliée, parce qu'on est souvent dans une société où en fait, ce qui compte en premier, c'est pas ce qu'on est, c'est comment on va communiquer. Et il faut bien comprendre que dans toute communication, on adore mettre des mots sur des choses. Moi, personnellement, je suis pas du tout quelqu'un comme ça. C'est-à-dire qu'au fond, je préfère les gens qui ne mettent pas des mots sur les choses, en fait. Et c'est pour ça que j'aime l'art. Parce que l'art ne met pas des mots sur les choses. L'art, on n'a absolument rien à fiche d'être juste. Vraiment, c'est quelque chose qui intéresse pas du tout l'art.
moi, j'en suis par exemple à un point de mon parcours où, au fond, quand j'étais un étudiant en école d'audiovisuel, j'avais été très remarqué par mes professeurs, par ma sensibilité, ma manière de penser. Et même certains professeurs m'invitaient au fond à créer, quoi. Il m'a fallu un peu de temps. J'avais déjà créé par de la peinture avant, mais puis petit à petit, quelque chose s'est enclenché. Où il me fallait finalement un temps nécessaire pour que ça s'enclenche, quoi. Et, et au fond, cette question, oui, en fait, cette question d'être absolument dans ses propres espaces. C'est-à-dire que on est envahi dans cette société par où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu es à droite? Est-ce que tu es à gauche? Mais tiens, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi ta pensée? C'est quoi ton acte de début? C'est quoi ton acte de fin? C'est pour ça que souvent, les gens, quand ils découvrent de l'art, je pense notamment, par exemple, si on peut penser aux œuvres de David Lynch, bah, les gens, ils savent pas trop comment se situer, quoi. Parce qu'ils vont dire, mais David, c'est quoi en fait ton film, il veut dire quoi? J'ai vu Mulholland Drive, je comprends pas, il veut dire quoi en fait? Et par moments, quand il va d'ailleurs plus loin, euh, par exemple dans la saison 3 de Twin Peaks, dont moi j'ai des souvenirs assez lointains, maintenant un peu confus, mais une sensation qui me reste. Il y a des gens qui tout d'un coup vont plus le suivre parce qu'il va trop loin. Mais en fait, en allant plus loin, il entre encore plus dans l'art, en fait. Euh, et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et à l'inverse, moi, je me sens non plus absolument pas proche d'un langage qui aurait compris. Je me sens, non, je ne comprends pas David Lynch. Je ne comprends rien, en fait. Et je ne sais pas grand-chose. Mais par contre, en revanche, je sais ce qui m'intéresse. Je sais ce que j'aime. Euh, et sur ce plan-là, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'à la fois j'éprouve une solitude de ça, et en même temps, par le fait d'en parler, je ne suis pas seul. Par le fait de soulever parole, je ne suis pas seul. C'est-à-dire que récemment, j'ai écrit des posts sur la chaîne, et alors que je ne suis pas forcément tous les projets de tout le monde, j'ai eu voilà, des mots, c'est pas la première fois, très sympa, très sympathique du youtubeur dans la cave, qui, il l'a souvent dit, il y a une interview, je crois, sur internet, qui est gardien de prison, et, euh, et, euh, et voilà, et qui, euh, qui semble être quelqu'un de profond. Euh, Il y a Yas Gaming qui suit aussi le projet de manière, à sa manière un peu distante. Il y a eu plusieurs commentaires comme ça, qui sont de personnes dont je ne suis pas toujours les projets, mais qui par mon action de libérer parole, signifient une présence. Donc ça montre bien que je peux éprouver ma parole à moi, et en même temps, en levant cette parole, d'autres personnes partagent aussi un peu de leur monde, sans pour autant que ça fasse partie du mien. Au fond, je crois que YouTube cherche trop vite à lier, et les gens cherchent trop vite à se lier. On a parfois des attentes de parole. On a parfois des attentes. Moi, par exemple, il y a quelque chose où je me sens moins proche dans la chaîne Padawan, c'est qu'il y a quelque chose, je ne saurais pas comment dire. Par exemple, j'aime bien l'indépendance du youtubeur Les Critiques du Masque, parce qu'il a une indépendance. J'aime bien ça. Je trouve qu'il a un langage, il a été invité parfois sur la chaîne de DG, il a un langage qui est à lui. Et ce langage, il ne peut pas être copié, c'est le sien en fait. Peut-être que moi, ce que je cherche à faire à travers aussi cette chaîne, c'est inventer quelque chose qui n'a pas été fait, quoi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de langage, parler sur les jeux, etc. Mais est-ce qu'on a beaucoup comme ça de paroles comme je fais, avec peu de choses, des fragments d'images? Je suis pas sûr. Je l'ai pas du tout cherché, hein. C'est ce que j'ai créé naturellement, mais je suis pas si sûr. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau là-dedans.
D'ailleurs, il y a des personnes que ça a un peu influencé, pas dans le fait de faire comme moi, mais dans juste l'envie d'avoir une chaîne, d'avoir un espace. Donc, dans tout ça, au fond, tout serait affaire que de paroles, finalement, si on raisonne, si on y pense. Je pense que cette parole-là, elle est extrêmement importante parce qu'elle témoigne, à mon avis, d'un rapport très très profond et, euh, et à mon avis, qui est la source de beaucoup de mots. Dire, est-ce qu'il y a une parole, dans la cave pourrait peut-être nous en parler, est-ce qu'il y a une parole suffisante pour la souffrance dans la société? Est-ce qu'il y en a une suffisante? Je vais vous montrer un film que j'aimerais revoir d'ailleurs, qui est l'un de mes films préférés. Alors attendez, je reviens parce que je cherche quelque chose que je trouve pas. Ça m'embête. Hop là. D'ailleurs, avant de parler de ça, ouais, peut-être que je vais quand même parler de ça avant, mais ouais, je réfléchissais un petit peu à ça. Parce qu'en fait, bon, je vais d'abord parler de ce dont je voulais parler.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, les choses que je fais, comment dire, je m'en fiche un petit peu de l'impact qu'elles ont. C'est-à-dire que je fais les choses, après, que vous voyez le film ou pas, j'ai presque envie de dire, peu m'importe en fait. Tant mieux si vous le découvrez par la chaîne ou pas, peu importe, peu m'importe en fait. Je... Si je faisais quelque chose dans l'attente de, ça serait pas bon en fait. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de vous partager des choses. Et d'ailleurs voilà, moi au fond quand je fais ces vidéos là parler, j'aime pas du tout les choses de la transmission, ça m'intéresse pas en fait. C'est comme quand je partage des images, je suis pas dans le but de... Je les partage en fait, voilà. Et après ça vit sa vie. Là récemment, j'ai fait par exemple une vidéo sur Eric Viennot, si vous le connaissiez pas, tant mieux si vous l'avez découvert. Si vous le connaissiez, vous avez entendu du coup une parole sur quelqu'un que vous connaissiez. S'il y a des œuvres de lui que vous connaissiez pas, que vous connaissez maintenant, tant mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai un rapport où, en fait, je veux toujours essayer d'éloigner au plus loin l'ego, moi. Donc au fond, souvent, quand je sens que mon projet il prend une mauvaise direction, c'est que des choses me ramènent vers l'ego alors que moi, j'ai pas envie d'y aller. Et ça, c'est souvent des indices. C'est sûrement aussi pour ça que pendant longtemps, j'ai pratiqué l'art silencieux. Parce que je trouvais, voilà. Mais en même temps, je me suis rendu compte que dans cet art silencieux, il manquait des choses quand même. Il manquait vraiment des choses. Qu'à un moment donné, je trouve que parfois parler, ça crée beaucoup de choses intéressantes. D'ailleurs, les paroles restent parce que Eric Viennot, il a une parole qui reste après. Ce qui est drôle dans le cas d'Eric Viennot, c'est que faut toujours être un peu lucide sur pourquoi on parle à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre. Et dans le cas, moi, d'Eric Viennot, c'est un petit peu c'est un peu l'effet inverse de quelqu'un comme Vernon. Vernon, je sais pas si t'écoutes, mais Vernon, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec lui. Et je pense que si on a échangé en fait ensemble, parfois à travers ses lives ou quoi, pour moi en tout cas, c'est qu'il y avait quelque chose, c'est pas uniquement dans ce qui est dit, c'est qu'il y a quelque chose de la matière. Et dans le cas de Viennot, ce qui était drôle, c'est que à la fois je me sentais proche de lui du côté du sensible, mais je pense qu'il y avait quelque chose au niveau de la pensée et au niveau de la matière où on était vachement différents, Eric Viennot et moi. J'ai pas du tout le même parcours que lui, mais ce que je veux dire, le fait que c'est quelqu'un que j'ai pas été amené à rencontrer, c'est aussi parce qu'il y avait ça. C'est-à-dire que bizarrement, la vie m'a fait rencontrer David Cage en l'interviewé un jour et pas Viennot, que j'ai rencontré par écrit, quoi. Mais parce que je pense qu'au fond, moi, je suis vraiment quelqu'un de la matière. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et je pense que du coup, il y avait quelque chose chez lui qui était davantage encore dans les sensations. Et je suis pas sûr que c'était vraiment quelqu'un des plaques tectoniques. Et souvent, j'ai souvent eu des liens avec des gens comme ça qui manient la matière. Voilà, qui se posent des questions. Après, voilà, chacun est différent. Mais d'ailleurs, dans le cas de Papy, je pense que aussi il manie pas mal de choses. Et donc moi, je voulais revenir un peu je m'égare un peu. Je voulais revenir un petit peu sur le sujet là initial. Une parole. Et sur la question de la parole, ouais, moi je suis beaucoup frappé en fait. J'ai écouté un podcast sur Simone Veil, je suis beaucoup frappé sur comment, dans notre société actuelle, il y a une parole qui est enfouie, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, en fait, quand on a une chaîne YouTube qui est intéressante, c'est pas du tout une fuite, c'est pas du tout un abri.
En fait, si ça existe, comme n'importe quel journal, comme n'importe quelle création, c'est aussi parce que dans la société réelle, il y a des choses qui ne se passent pas. Et honnêtement, qu'on peut voir et qu'on peut éprouver très facilement. Très très facilement. Moi, par exemple, j'ai été beaucoup frappé quand j'ai eu mon expérience de testeur dans une société de jeux vidéo, à quel point la question de la parole n'existait quasiment plus. Ce que je veux dire par là, c'est que on était dans un certain type de parole, mais les gens ne mangeaient plus ensemble à midi. Il y avait, et à l'inverse, parfois dans d'autres expériences, comme quand j'étais enseignant, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a tellement de paroles compliquées quand on enseigne, qu'en salle des profs, c'est complètement le bordel. Et c'est tellement le bordel qu'il s'agit d'essayer de trouver ces petits espaces parce que les gens arrivent, soit sont exténués, énervés, et ils en peuvent plus, alors les paroles débordent. Et au fond, que ça soit dans l'une ou l'autre expérience, et en fait, on est sans cesse, je trouve, en train de vivre comme ça, des enjeux de parole énormes. Parfois, c'est sur YouTube, tout d'un coup, quelqu'un qui va tenir des propos comme ci ou comme ça sur une chaîne, puis tout d'un coup, il va souffrir de ses propos, et c'est encore des affaires de parole. Moi, au fond, s'il y a une chose dont je suis fier dans ma chaîne, c'est que je crois que j'ai pas eu trop de problèmes de parole. C'est-à-dire que je peux suivre des gens, les désuivre, mais je pense être quelqu'un d'honnête, donc j'avertis, et on me reproche pas les choses souvent. Parce que je les dis, j'en parle. Voilà. Les gens font leur vie, et en même temps, souvent, j'ai souvent été là, présent, disponible. Et je trouve que ça joue beaucoup. C'est-à-dire la question de, parfois, des personnes qui sont disponibles, mais ils peuvent pas tout combler. Il y a une phrase de Chuang Tzu que j'ai adorée récemment. Je trouvais trop belle. Je vais vous la lire. Numéro 57. Un beau jour, lorsqu'un oiseau de mer se posa aux portes de la capitale, le marquis de Lou le fit escorter jusqu'à son temple ancestral, lui fit jouer la musique des 9 splendeurs, lui versa un verre de vieux vin et étala devant lui un festin de bœuf et de porc. Mais l'oiseau prit un air hébété et langui, refusant de goûter viande et vin. En 3 jours, il était mort. C'était traiter l'oiseau comme le marquis aurait aimé être traité, non pas comme l'oiseau aurait aimé l'être. Si le Seigneur l'avait fait, il l'aurait laissé nicher dans les forêts profondes, jouer parmi les îles, nager dans les rivières et les lacs, se nourrir de vairons et d'anguilles, voler avec les autres oiseaux et vivre comme bon lui semblait. Moi, je crois que dans les paroles qu'il y a parfois, hier, j'ai vécu ça, dans les paroles qu'il y a parfois un peu furtives, par exemple dans des bars, dans des cafés, on est parfois très souvent, on n'est pas dans la vraie parole. Parce qu'en fait, j'étais hier avec ma copine et tout d'un coup, il y a un couple qui est arrivé, on a vu qui était plus jeune que nous. Et en fait, le type, il dégageait une sorte d'impression de super bien-être. Moi, je n'avais pas de problème en fait à parler et tout. Mais j'ai senti au fond que quelque part, c'était pas de la vraie parole, qu'il y avait un truc de surface là-dedans. Donc il s'agissait de s'accommoder avec ça. Mais je ne l'ai pas très bien vécu dans l'après-coup, en fait. Parce que je me suis rendu compte que j'ai fait comme j'ai pu dans cette parole, voilà, que j'avais aussi un peu créé parce qu'il y avait un buffet et je les ai entendus se questionner sur quand est-ce que le buffet, se questionner en fait sur le buffet. Et du coup je leur dis oui, je leur parlais du prix ou quoi.
Mais je me suis rendu compte que typiquement, dans ce genre de scène, on n'était pas... je sais pas à quoi c'est dû, mais au fond, on cherche à s'adapter en fait à quelque chose qui... le lieu n'était pas le bon, l'espace n'était pas le bon. Être sur cette terrasse, on voit qu'en face, des maisons qui sont à 10 mètres, les gens ne peuvent même pas rêvasser, il y a des maisons de partout, le champ de vision il est obstrué. Au fond, je pense que les rêves, on rêve que d'une chose, c'est en fait à ce moment-là, c'est de s'évader, c'est d'être dans la nature et de s'oublier. Et je pense que tout d'un coup, il y a tout un enjeu de parole qui ne veut absolument rien dire, qui est limite faux, et dont il faut s'extirper en fait. J'en suis quasiment convaincu. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup ça dans YouTube, parfois des faux échanges. Et au fond, ce qui compte, c'est avant tout de s'extirper de ces faux échanges et de créer du vrai. Et si ce vrai est d'ailleurs difficile, c'est pas évident, mais il faut le faire. Mais je pense que il faut essayer de tendre vers une forme de vérité. La question après, c'est cette vérité, on la trouve comment au travail, dans une activité? Parce qu'à un moment donné, il s'agit aussi de le trouver, quoi. Moi, par exemple, dans mon cas à moi, j'ai arrêté mon activité d'enseignement parce que, au fond, je crois que je n'arrivais pas... Déjà, je n'avais pas assez d'expérience, je pense. Et je n'arrivais pas à trouver cette vérité de parole. C'est-à-dire qu'au fond, autant j'ai réussi, je pense, vraiment à bien enseigner à un moment donné parce que c'était le moment et j'ai vraiment aidé. Mais c'était très compliqué pour moi du fait que j'étais pas entre guillemets un vrai enseignant avec une formation académique. J'avais mon master d'art plastique ou quoi, mais j'avais pas fait le CAPES, ce genre de choses. Et donc du coup, tout le temps de trouver des sujets, et c'était très c'est-à-dire j'avais pas de problème pour les sujets, mais il s'agissait quand même bien sûr tout le temps de parler et de trouver, de venir d'où est-ce que vient la parole. Et en fait là, il s'agissait pas, notamment face à des collégiens, d'être dans une profondeur de parole. On n'est pas face à des universitaires. Et au fond, je crois que c'était pas adéquat, du coup, à un moment donné pour moi. Trouver des choses de ce point de vue-là adéquat, c'est difficile. À un moment donné, quand j'ai enseigné, j'ai voulu essayer, expérimenter l'activité d'aide à domicile. J'avais besoin d'être dans des gestes, d'être dans du silence. Et ben, je peux vous dire que si ça m'a apporté de la satisfaction, c'est aussi extrêmement dur. Parce que c'est tout d'un coup une activité totalement silencieuse. Et c'est une activité d'un point de vue parole. Alors là, j'avais fait un peu comme à la Simone Veil, quoi. J'ai expérimenté quelque chose. Et c'est une activité d'un point de vue parole, mais qui est très très dure. Parce qu'en fait, il y a des systèmes de pouvoir, il y a des gens qui... Moi, ça se passait bien, hein, globalement, avec tout le monde. Mais malgré tout, même avec mon caractère, parce que du coup, j'ai un caractère où souvent ça se passe bien, j'ai constaté que c'était quand même très dur. C'est-à-dire que je me suis dit, les gens pour qui c'est un peu plus difficile peut-être d'être bienveillant ou quoi, mais on doit très très mal leur parler, avec beaucoup de condescendance. Et j'imagine même pas pour des personnes qui peuvent parfois, comment dire, où ils peuvent subir du racisme. Donc là, on était complètement dans un enjeu de parole. J'écoutais le podcast de Simone Veil qui s'interrogeait sur mais comment ils font parler du métier d'ouvrier. Dans son expérience, elle vivait une expérience où elle disait ça lui faisait oublier des rêves, quoi. Comme si tout d'un coup, quelque chose se transformait en elle et il s'agissait tout d'un coup d'oublier ses rêves et d'accepter. C'est une pensée terrible, au fond. Et moi, ça m'a beaucoup frappé dans mes expériences. Beaucoup, 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 beaucoup. Par exemple, quand j'étais testeur d'assurance qualité dans les jeux vidéo, je l'ai fait sur notamment 2 studios, mais ça m'a beaucoup frappé comme, à un moment donné, j'étais stagiaire et on entend des blagues. Alors, c'était pas directement sur moi, par contre. Mais on peut entendre des choses où peut être outré, en fait. Et il y a comme ça tout un climat
qui est, euh, qui est aussi un climat de parole, en fait, qui est parfois un climat aussi pyramidal, entre des chefs de design, des chefs. Et, euh, et du coup, on en arrive à se dire, mais en fait, là, on est dans un écosystème qui met pas du tout les gens sur le même plan. Et du coup, il y a d'un côté ceux qui sont dans l'artistique, de l'autre, en fait, il y a tout un système de parole, et en fait, les gens ne sont pas du tout reconnus à juste titre dans leurs paroles, quoi. Et ça, à mon sens, c'est vachement impressionnant. C'est pour ça que sur ce plan-là, il y a des paroles comme celles de philosophes comme Gilles Deleuze ou Michel Foucault qui sont des paroles très importantes. Parce qu'en fait, ils signalent des choses qui sont vraiment, 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 vraiment problématiques. Moi, dans tout ça, au fond, ce qui m'intéresse, c'est de suivre des paroles dont je me sens proche. Des paroles, encore une fois, qui sont apaisantes. Je parlais de Papy Gaming, il y a quelque chose qui me fait du bien. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve apaisant. Donc, euh, donc oui, il y a donc toute cette question-là. Et d'ailleurs, en parlant de paroles, euh, j'aimerais vous montrer quelque chose. Ah, je suis vraiment pas bien là avec cette chaise. Pendant que je change de. Donc ça, en fait, c'est Manu Larsenet, c'est un auteur de bande dessinée. Et en fait, il faut savoir, c'est que je trouve que c'est pas du tout quelque chose qui est anodin. Manu Larsenet, il est bipolaire. Et je le dis tout de suite parce que, bah voilà, c'est pas rien quand même, quoi, d'être bipolaire. Et c'est un très 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 grand auteur de bande dessinée. C'est considéré, je crois, comme une maladie, hein, la bipolarité. Ça doit être traité, etc. Et, euh, et je trouve que quand on lit La Route, ben voilà, ça, on peut apprendre beaucoup, quoi. Parce que, euh, parce que tout simplement, comment il traite le sujet, comment il soulève parole, c'est euh, c'est fort, c'est très fort. Et, euh, et là, pour moi, on est dans ce que je vous disais, quoi. En fait, on est dans un autre type de parole, clairement. On est complètement dans un autre type de parole, en fait. Et on n'est plus du tout dans une parole communicante. Je pense qu'on peut dire on est dans de l'art. Donc, comme je disais tout à l'heure, toute la question aussi concernant YouTube, c'est comment faire avec cette parole qui manque du coup, et qu'est-ce qu'il faut créer, quoi, parce que c'est au fond quelque chose de très compliqué. Moi, j'ai pas trop d'avis, je crois, sur tout ça. Ce que je vois, c'est que dans, dans le film, si on pense au film Perfect Days de, de Wim Wenders, là où je trouve que le film est réellement intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte. Donc, c'est un film qui se passe à Tokyo, et en fait, le personnage principal, c'est un homme qui vit dans un petit appartement de Tokyo et qui a sa propre routine. Donc, il se lève le matin,
il arrose ses fleurs, ses plantes, il part au travail avec sa camionnette, il écoute ses vieilles cassettes audio de, de Lou Reed, etc. Et en fait, son métier, c'est de laver les toilettes de Tokyo, qui sont toutes des toilettes extrêmement... des toilettes design, en fait. Et il y a toujours une sorte de routine comme ça, et puis le midi, il va toujours dans son parc, dans son espace à lui. Dans cet espace à lui, il déjeune, il fait une photo avec son appareil, puis il retourne travailler, puis il repart avec sa musique, il lit le soir souvent, etc. Il y a un peu un petit écosystème comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est le film va nous montrer de manière extrêmement, extrêmement, extrêmement subtile qu'il y a une parole au fond de lui, extrêmement profonde, qui est tue, qui n'est pas dite, et qui peut-être d'ailleurs relève d'une souffrance très très grande. Et en même temps, il arrive à continuer à faire cette activité, quoi. Et là, ce qui est fort chez Wenders, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, qui n'est pas très net. Est-ce qu'il a raison de faire cette activité? Est-ce qu'il n'a pas raison? Je crois que Wenders, il se prononce pas là-dessus, en fait. La seule chose qu'il filme, qu'il montre, c'est qu'on comprend que c'est un homme qui a eu des soucis dans sa vie, qui s'est éloigné notamment de sa famille, de sa sœur, et qui tout d'un coup a fait un choix qui n'est pas forcément le meilleur pour lui, mais qui peut faire. Mais c'est pas pour autant que ce choix-là, selon les événements qu'il peut vivre, ça va pas réveiller des blessures. Il y a des blessures qui sont au fond toujours là. Et en fait, il est dans un système à lui, dans sa bulle, et à partir du moment donné où il va rencontrer en fait d'autres personnes, ça va faire un peu éclater ça. Moi, de ce point de vue-là, j'ai trouvé que c'était intéressant, là, ce que je vous disais hier, de la discussion là, au niveau du bar. Parce que si j'y pense, la personne qui était à notre droite, ce type-là, était très ouvert, lui. Et au fond, moi, je pense que j'ai eu un aspect où j'étais très ouvert, et en même temps, j'étais clairement pas comme lui. Et je me demande s'il n'y a pas eu des blessures qui, parfois, par l'action même de communiquer, se sont réveillées, dont je n'ai pas forcément conscience totalement. Et en même temps, du coup, il s'agit de voir comment on réagit à ça. Dans le film de Wenders, ce qui est vraiment beau, par exemple, c'est... Le problème, c'est pas ce qu'il vit, c'est au fond comment il réagit aussi. Et là où c'est très beau, c'est qu'à un moment donné, il vit tout ça, et en fait, il va réagir à sa façon aux événements. C'est-à-dire qu'il va casser un peu parfois sa routine. Il va tordre des choses. Et sans forcément tout changer, quoi. Mais à un moment donné, il va se retrouver à rencontrer un type, ils vont être un peu potes, le temps d'une heure ou deux à boire une bière, etc. Et ça, c'était pas du tout prévu. Il y a une sorte d'imprévu, en fait, très clairement. Donc peut-être du coup, quand j'y pense, peut-être que l'une des clés serait là, je vais l'écrire. La parole peut créer des imprévus. Et je trouve que ça, quand on y pense, ça peut être super intéressant. C'est-à-dire qu'au fond, l'enjeu, c'est pas uniquement ce qu'on vit sur le moment. C'est-à-dire qu'on peut vivre quelque chose sur le moment qui est pas agréable. Vous allez peut-être même en faire un rêve qui est pas agréable.
Mais après, c'est comment vous rebondissez sur ça. Peut-être que la chose la plus profonde, elle est peut-être là-dedans, au fond. Rebondir sans rebondir, hein. D'ailleurs, ça peut être rebondir sans aucun ego. Moi, par exemple, je pensais arrêter un peu parfois des vidéos parlées, puis tout d'un coup, finalement, ce matin, j'ai rebondi et j'ai senti que je pouvais de nouveau dire quelque chose et que ça pouvait de nouveau être partagé. Là, j'ai un livre en fait d'un grand auteur japonais qui s'appelle Kenzaburo Oe. Le livre s'appelle Notes de Hiroshima. Cette année encore, Joukov est là en tant que représentant de l'URSS. Mais son attitude a changé. Un généreux sourire, tout ce qu'il y a de plus slave, illumine son visage. Et tandis qu'il promène avec diligence d'un groupe à l'autre sa haute stature, il émane de toute sa personne l'assurance de celui qui se sent le point de mire de l'assemblée. Autour de lui, la conférence se déroule dans une atmosphère extrêmement cordiale. La représentante de l'Inde, qui m'évoque une poupée faite à partir d'épis de maïs, adhère entièrement au traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. Et la déléguée de l'Allemagne de l'Ouest, tout aussi charmante, analyse la situation des armements atomiques dans son pays et présente une proposition précise pour protester contre les essais français. Vous voyez, là par exemple, on est totalement dans un autre type de parole qui est relié. Derrière le livre, c'est écrit en août 1963, Kenzaburo Oe, alors brillant écrivain de 28 ans, part à Hiroshima faire un reportage sur la 9e conférence mondiale contre les armes nucléaires. Indifférent à la politique politicienne, il est immédiatement sensible au témoignage des oubliés du 6 août 1945, écartelé entre le devoir de mémoire et le droit de se taire. Vieillard condamné à la solitude, femme défigurée, responsable de la presse locale et surtout médecin luttant contre le syndrome des atomisés, dont la rencontre allait bouleverser son œuvre et sa vie. Dans leur héroïsme quotidien, leur refus de succomber à la tentation du suicide, Oe voit l'image même de la dignité. Qu'avons-nous retenu de la catastrophe nucléaire? À cette question toujours d'actualité, Oe n'apporte pas de réponse, il s'interroge, nous interroge. Ainsi confère-t-il à ce reportage bouleversant la dimension d'un traité d'humanisme d'une portée universelle.
Ça, c'est beau. Déjà, derrière le déroulement fluide de la conférence, son climat amical, j'ai senti une sorte de vide, celui qu'on éprouve en apprenant qu'une cordée d'alpinistes progresse régulièrement, mais en évitant la voie la plus difficile. Et même au cours du grand meeting d'ouverture, réunissant une foule de 20 000 jeunes, cette impression ne s'est pas dissipée. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier film de Christopher Nolan, ce que vous en avez pensé. C'est impressionnant le Japon sur ça, parce qu'au fond ils sont capables donc d'un livre comme ça. Alors celui-ci je l'ai pas vu encore, Jinro, qui je pense parle aussi de choses difficiles, j'avais cru comprendre. Et ils sont capables de choses comme ça. Et donc ça, ouais, Taniguchi et Kawakami. Et sur ça, ils sont quand même très impressionnants. En sachant que ça aussi, c'était japonais.